Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le gouvernement togolais est-il en train de courir sur place? L'opposition est-elle en train de brasser du vent? La Commission électorale nationale indépendante est-elle en train de prendre la place de Sisyphe? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au D12 de Pyramide FM. Les questions que nous venons de poser ne sont-elles pas les meilleures questions qu'on peut se poser au Togo en ce début du mois de septembre 2018? En septembre, c'est aussi et généralement la prise de la pierre sacrée en pays gain. Devons-nous également nous poser des questions quant à la 355e édition de la prise de la pierre sacrée? Batoumé et tout le pays gain offrent-ils toutes les garanties d'une prochaine cérémonie saine et sereine? Depuis quelques semaines, de nouveaux bruits rythment les allées et ruelles d'Anéro, mais aussi de Glidi ou encore de Lomé. Ce jeudi-là, les natifs des lacs vont-ils surprendre positivement les désormais nombreux observateurs de la scène installée autour de la forêt sacrée? En attendant, les Togolais multiplient les commentaires et analyses sur le plan politique. Le nom Kodjo Kadanga est devenu subitement un nom connu et populaire dans les milieux politiques. Le président de la CENI et tous les commissaires ont vraiment quitté le starting block. Tels des athlètes du demi-fond, leurs regards sont fixés inexorablement sur la ligne d'arrivée installée au jeudi 20 décembre. La CENI est-elle partie pour ne plus s'arrêter? Nichée entre le gouvernement et l'opposition, la commission a les faveurs des autorités. Le gouvernement serait-il sur les mêmes longueurs d'onde que l'ensemble des gouvernements de l'espace CEDEAO? Il y a un mois, les chefs d'État de la sous-région ont laissé au Togo une feuille de route. Cette feuille aurait-elle été emportée par le vent? En effet, depuis 4 semaines, la scène togolaise est secouée par divers vents d'est en ouest et du sud au nord. Question: l'opposition brasse-t-elle juste du vent? À l'abri, Faure Gnassingbé a écrit, a corrigé, puis a fait publier une tribune. C'est Jeune Afrique qui s'est fait le devoir de faire connaître les derniers sentiments du chef de l'État. Le Togo n'a aucune raison de craindre pour son avenir, a martelé Faure Gnassingbé. Le président serait-il dans le même état d'esprit que des millions de Togolais obligés de payer un peu plus cher le carburant? Ces millions de Togolais ont-ils, eux, confiance en l'avenir de leur pays? Le Togo est fort, c'est une présence au sommet Chine-Afrique. Emploi du temps chargé du président selon la formule d'un journal. Notre invité est Patrick Lawson, vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, membre de la coalition des 14 de l'opposition. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Le technicien est Romaric Freitas. Patrick Lawson, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça fait très longtemps, la dernière fois où nous sommes connus dans une émission, où nous sommes rencontrés dans une émission, ça fait 3-4 ans maintenant. C'est exact. Mais pourquoi ce repli? C'est stratégique? Ni stratégique, ni un repli. Juste la vie quotidienne. J'ai aujourd'hui un président de parti qui est présent sur le terrain, qui fait bien son travail. Et si je puis dire, ça me dispense un peu des activités que je menais avant. Vous savez, avant, mon président, lorsque j'étais dans un autre parti, était un grand homme aussi, mais était souvent absent, ce qui me permettait de prendre les devants. Aujourd'hui, mon président est là. Je travaille avec lui beaucoup. Je travaille beaucoup avec lui, mais dans l'ombre. Voilà. Vous avez décrit 2 situations là quand vous étiez à l'Union des forces de changement. Vous n'avez pas nommé ce parti, mais vous faites allusion bien à cette formation-là. Aujourd'hui, vous êtes à la ANC entre Gilles Christ Olympio. Je ne sais pas si je devais vous demander lequel des 2 présidents vous préférez. Aujourd'hui, vous êtes à la ANC. Est-ce que vous vous plaisez à travailler aux côtés de Jean-Pierre Fabre? Mais vous savez, c'est un camarade de lutte. On se connaît. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Cela nous permet de faire ce qu'on peut faire pour aider notre pays, le Togo. En ce qui concerne Gilchrist Olympio, vous savez que on faisait la politique ensemble, mais c'était un grand frère que je considérais presque comme un père spirituel. J'ai grandi avec lui. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Bon, mais c'est la vie. Nous continuons, Jean-Pierre et moi,
avec nos autres collaborateurs, toujours avec l'idée de sortir notre pays, le Togo, de la situation mauvaise qui est la sienne. Quand vous parlez de Gilles-Christ Olympio, vous parlez presque de père spirituel. Je ne sais pas si vous l'avez perdu ou pas. Oui, je le regrette. Je l'ai perdu. Puisque, est-ce que je dois dire que c'est lui qui m'a renié? En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai renié, puisque je suis resté dans la ligne qu'il m'a inculquée au départ. Aimer son pays, défendre ce que les nationalistes ont pu faire dans ce pays, et c'est ce que je continue à l'ANC. Souvent, les orphelins sont sujets à toutes les difficultés. Je ne sais pas si entre-temps vous vous êtes trouvé un autre père spirituel, puisque je sais que vous êtes sans doute plus âgé que Jean-Pierre Fabre. Finalement, qui est votre actuel père spirituel, si ce n'est plus Gilles-Christ Olympio? Jean-Pierre et moi, on est du même âge, quelques mois de différence, très peu de mois. Il est jumeau, donc je ne peux plus dire que nous sommes des jumeaux, mais je travaille en toute symbiose avec lui. Quand on est orphelin, on est orphelin. Je ne cherche plus un autre père, mais j'ai des frères de combat, des frères de lutte. Bien, merci. Ceci dit, il y a cette énigme qui persiste malheureusement, les contrôles de police et de la gendarmerie suivis des arrestations, puis de la prise des empreintes digitales des personnes arrêtées. Il y en a eu également cette semaine. Je ne sais pas si vous avez connaissance de tout ce qui se passe dans la nuit. Et sur ce cas spécifique, quelle est votre position? C'est regrettable parce que il ne faut pas seulement dire que nous sommes dans un état de droit. Ces actions, ces actes qu'on pose au quotidien, ces tracasseries qu'on cause aux Togolais prouvent que nous avons encore du chemin à parcourir. Un petit pays comme le nôtre, on aurait pu y vivre mieux. On se connaît tous. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces tracasseries? Ces tracasseries, on sait que c'est surtout en pré-période électorale que cela vient ou à la veille des manifestations. En clair, cela veut dire que ou on veut empêcher les gens d'aller à des manifestations, ou alors on prend leurs empreintes pour faire autre chose. Les fraudes étant un sport quotidien au Togo en période électorale. C'est des questions sur lesquelles la presse n'est pas encore arrivée à avoir des réponses, mais les témoignages, ils sont nombreux, des personnes qui sont juste sorties pour acheter du pain, des personnes qui sont restées devant leur maison pour prendre de lait et qui finalement se sont retrouvées à la gendarmerie et n'ont regagné leur maison que le lendemain. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, puisque je rappelle également que vous êtes député à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez tenté des interpellations sur ces questions-là, puisque les populations se disent souvent inquiètes? Vous savez, nous avons un problème avec les interpellations. Notre règlement intérieur est clair là-dessus. Mais lorsque vous faites une interpellation sur un sujet brûlant et qui nécessite qu'on intervienne immédiatement, c'est 6 mois après que le ministre interpellé va se présenter. Et lorsqu'il se présente, c'est pour des litanies. Il vous cite, il défend son programme au lieu de répondre à la question concrète. C'est le mal de la vie parlementaire aujourd'hui, ou du moins des relations entre le Parlement et le gouvernement. Et c'est regrettable, c'est valable pour les interpellations, c'est valable également pour tout ce qui concerne les invitations en direction des ministres. Même quand il s'agit de leurs propres tests, il arrive souvent que ces ministres ne viennent pas défendre leurs tests. Et la vie parlementariste au Togo
n'est pas très intéressante à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut dire, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, face à un invité ici, est-ce qu'on peut dire là aussi que c'est lié à notre apprentissage difficile de la démocratie? Mais est-ce que échanger, répondre aux préoccupations des citoyens découle également de l'apprentissage? Je crois que non. Lorsque on est responsable dans un pays, lorsqu'on est député ou lorsqu'on est ministre, hein, on l'est pour aider les populations. Et à ce titre, lorsque les populations ont des difficultés, on doit au moins les rassurer, leur apporter les premières réponses. Et c'est ce qui manque. Ça, ce n'est pas l'apprentissage, c'est un manque de volonté politique. Ça fait quand même des années qu'on répète la même chose. Manque de volonté politique, mais sur un certain nombre de plans, il apparaît clairement, vu de ma position, comme si c'est des difficultés liées à notre apprentissage démocratique. Est-ce qu'on apprend? Si on apprenait, ce serait quelque chose de positif pour nous. Nous piétinons. Nous faisons toujours les mêmes erreurs. Nous reculons même. Quand vous avez un test devant vous qui vous dit qu'il n'y a pas de mandat impératif et que vous vous entêtez à renvoyer des députés, on ne peut pas dire qu'on fait de l'apprentissage. Je donne un exemple comme ça. Lorsque on dit que le test vous commande de prendre et d'équilibrer le choix des membres dans les institutions et que vous ne le respectez pas, vous n'êtes pas dans l'apprentissage. Vous savez très bien que dans une école, l'apprentissage, tel que je le conçois, chacun n'est pas obligé d'aller au même rythme. Vous savez qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a certains pays qui réussissent mieux ce que nous sommes en train de décrire là que d'autres. Mais dans ce domaine, je suis au regret de vous le dire, le Togo était un exemple dans le domaine de l'apprentissage, de l'instruction. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est un recul. Intéressons-nous au chef de l'État. Il n'est pas au pays, il est quelque part en Chine où il va prendre part au sommet Chine-Afrique. Mais avant l'ouverture de ce sommet, le chef de l'État a accordé d'abord une première interview à la chaîne chinoise CGTN et puis une autre tribune publiée par Jeune Afrique. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un regard ou un coup d'œil sur ces sorties du chef de l'État. Bien sûr, j'ai lu les deux tests. L'impression que ça me laisse, c'est que pour quelqu'un qui ne sait pas que c'est un régime cinquantenaire, croirait que c'est un programme d'avenir pour un régime qui va naître. Or, le régime qui parle dans cette tribune, l'homme qui parle a déjà fait 15 ans. Son père en a déjà fait 35, je crois, ou 38. Et lorsqu'on lit ces écrits-là, c'est magnifique. Et on dirait que c'est quelqu'un qui fait un programme pour l'avenir du Togo lorsqu'il deviendra président de la République. Or, ce n'est pas le cas. C'est un homme qui a un passé, qui a déjà totalisé 50 ans avec son père au pouvoir. Donc, je crois que il est bien de s'inspirer de ce qu'il a écrit, mais il faut que la mise en œuvre se fasse par d'autres personnes. Lui, il est déjà dépassé par ça. Précisément, le chef de l'État, il est en train de faire 13 ans. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de bilan à son actif? Est-ce que c'est un bilan? Parce que tout ce dont on parle, je crois que c'est des choses qui vont venir. L'aéroport, oui, il est là. Mais beaucoup de choses sont prévues pour être faites. Cela veut dire qu'il va rempiler encore des années. Et je ne crois pas que ce soit son intention. Je crois que c'est quelque chose qu'il veut laisser pour l'avenir.
un discours qu'il laisse pour ceux qui vont venir. C'est l'impression que vous avez. Oui, c'est l'impression. Mais en fait, au début de sa tribune, le chef de l'État a dit, je cite, « Des changements profonds se produisent chaque jour dans de nombreux secteurs. Ils modifient notre manière de produire, de consommer et d'échanger. » Sur cette partie de la tribune, est-ce que c'est pas une sorte de constat que globalement ou relativement, les choses se passent bien dans le pays? Mais moi, je veux bien voir comment nous avons changé. Oui, c'est vrai. Avant, on avait 3 repas. Maintenant, on en a un. Peut-être que ça, c'est vrai. Est-ce que c'est de ce changement-là il est question Je dans ne ce sais texte? rien. Je ne sais rien. Moi, c'est ce que je remarque. Je ne vois pas autre chose. On mangeait 3 fois. Maintenant, on mange 1 fois. Les gens boivent moins de... ou s'enivrent. Parce qu'ils ont trop de soucis. C'est aussi un changement. Mais un changement réel et palpable, je le regrette. Je ne vois pas. C'est vrai que moi, j'ai au Parlement un nouveau bureau. Le Parlement est beau, mais il faudrait que ce pourquoi le Parlement a été construit, cela se fasse, c'est-à-dire les débats d'idées, faire avancer les idées dans le pays, voter des lois, contrôler le gouvernement, etc. Là, à partir de là, on saura qu'on a un Parlement nouveau avec des hommes nouveaux. La beauté de ce bâtiment-là, vous parlez du Parlement, puisqu'il a été inauguré il n'y a pas très longtemps, cette beauté-là, est-ce que demain ne va pas entacher justement les débats qui se feront là-bas, de très beaux débats à l'Assemblée nationale? Espérons que les débats vont avoir un niveau beaucoup plus élevé et beaucoup plus dense. C'est un espoir que je nourris. Mais d'ores et déjà, lorsque nous voyons la façon dont la relève est organisée, lorsque on met sur place une CENI tricheuse, lorsque on met une date des élections proche pour que les élections ne puissent pas être transparentes, lorsqu'on refuse de faire globalement les réformes, je n'ai pas l'impression qu'on veut rehausser l'image des futurs parlementaires. Ce que vous venez d'évoquer, nous les évoquerons dans les détails dans un instant. C'est pour cela que j'ai été très sommaire. Vous parlez d'espoir. Et oui, cet espoir, est-ce que c'est pas de cela aussi qu'il s'agit dans le texte du chef de l'État quand il dit le Togo n'a aucune raison de craindre pour son avenir, puisque là, c'est la conclusion de son texte. Est-ce que vous, personnellement, vous avez peur pour l'avenir de ce pays? Oui, j'ai peur pour l'avenir du Togo, mais en même temps, j'ai confiance en ce peuple. Quel que soit ce qu'on veut imposer à ce peuple arrive à résister. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà dans les années, au siècle précédent, que ce soit en 1933, en 1946, en 1958, en 1960, en 1990, et que sais-je encore, ce peuple a toujours su réagir et positivement. Je le rappelle, nous sommes un petit peuple, mais un peuple intelligent, uni. Tous ceux qui tenteront de nous diviser échoueront. Du nord au sud, le Togo est uni et veut que les choses évoluent. Un petit pays comme le nôtre doit pouvoir faire des choses extraordinaires. Les pères de l'indépendance, je crois que c'était leur préoccupation. C'est un pays qui aurait pu être géré et d'une façon scientifique,
Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un pays endetté, un pays où tout fout le camp. L'étude, c'était quelque chose de fondamental au Togo. Les Togolais étaient recherchés à l'extérieur par leur sérieux. L'instituteur togolais pouvait enseigner dans des collèges. L'aide comptable pouvait devenir expert comptable dans d'autres pays par son sérieux. Il apprenait, il se consacrait à ça. Il élevait ses enfants en toute harmonie. Il n'y avait pas cette dépravation. Aujourd'hui, tout ça là a foutu le camp. Ce que vous décrivez là, ce Togo, est-ce qu'il n'est pas aussi... Oui, en fait, ce que je vous l'ai dit, vous décrivez là un Togo qui est en train de perdre en réalité le sens du civisme. Là, en réalité, oui. Est-ce que c'est pas le cas qu'on constate un peu partout sur le continent aujourd'hui? Mais l'Afrique a un problème, ça c'est sûr. C'est le continent le plus riche. C'est le continent où il y a la jeunesse. C'est l'avenir du monde. Mais nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas aidé nos pays à évoluer. Il y a des exceptions, quelques exceptions qui confirment la règle, mais d'une façon générale, l'Afrique est à plaindre. Et très rapidement, il faut qu'on se ressaisisse. Vous parlez d'un Togo où on faisait des choses extraordinaires. Je ne sais pas si finalement au Togo, on ne continue plus par le faire. Et récemment, le Togo a organisé 3 sommets en 2 jours. Pour beaucoup, c'est quand même extraordinaire. Le Togo est en train de construire des routes. Le Togo est en train de développer un plan national de développement. Est-ce que tout ça, là, c'est pas aussi extraordinaire? Vous savez ce que les sommets nous laissent comme ardoise. Vous savez comment les routes sont faites. Les budgets disparaissent et les routes ne sont pas faites. Est-ce que je dois revenir sur tout ça? Tous les Togolais le savent et je le regrette. Vous savez, ce n'est pas un bon exemple, mais c'est un exemple quand même. Je prends l'exemple du vieux Oufoué. À son époque, on faisait des routes, on construisait des bâtiments, on mettait en place des industries. Il savait que les gens allaient se sucrer. Mais ce qui était important pour lui, c'est que les choses soient réalisées. Et il surveillait pour que la réalisation soit totale. Pour ce qu'ils ont fait, ils se sont sucrés. Il les encourageait plutôt à réinvestir, par exemple dans l'agriculture, dans les VA, etc. Mais c'est ce que nous cherchons. Il ne faut pas que l'argent volé aille à l'extérieur. Qu'on le réintroduise dans les industries ici, puis le chef de l'État en parle. Ce que vous dites en clair, c'est que, oui, voler. Mais ce que vous volez, réinvestissez ce que vous volez sur le plan national. Au moins. Ce n'est pas moral, mais au moins, on saura que cet argent qu'on a volé aux Togolais a été réinvesti dans le pays. Nous parlions de la tribune du chef de l'État à Jeune Afrique et puis de son interview à la chaîne chinoise CGTN. C'est 2 chaînes internationales. Curieusement, ce qu'on ne comprend pas, en 13 ans de pouvoir, le chef de l'État du Togo ne s'est jamais adressé à travers une chaîne nationale, une radio ou une presse écrite du Togo. Il n'a jamais accordé d'interview. Est-ce que c'est un snob, la presse togolaise, qui ne prend pas en considération cette presse togolaise? Quel est votre sentiment sur cet aspect des choses? Oui, je crois que l'État togolais est en pleine communication. Ils font de la com, comme vous dites dans votre jargon. Ils font de la com. Ils se disent la presse togolaise, ça ne va pas porter loin. Quand je prends une tribune dans Jeune Afrique, etc., c'est lu un peu partout. Mais en réalité, cela cache quelque chose de fondamental. Cela veut dire qu'il n'y a pas de réalisation réelle, excusez-moi du pléonasme. S'il y avait des réalisations réelles,
pourquoi on ne demanderait pas à la presse togolaise de constater, d'en parler, etc. Là, on va prendre... C'est beaucoup de gâchis. Parce que quand on prend une tribune, on fait une tribune dans Jeune Afrique ou je ne sais quoi encore, c'est des centaines de millions de francs. Alors que la presse togolaise ne demande qu'à informer. Vous dites que vous avez fait des routes, allons-y, montrez-nous la route. Vous dites qu'il y a des usines, montrez-nous les usines. Vous nous dites qu'il y a des mesures sociales en faveur des employés, des ouvriers et tout ça, mais montrez-les nous. La question qu'on se pose à cette étape, c'est à qui s'adresse en réalité ces interventions du chef de l'État? Est-ce qu'il s'adresse aux Togolais ou il s'adresse plutôt aux amis du Togo et à la communauté internationale? C'est ce que je viens de dire. Il s'adresse à la communauté internationale et aux amis du Togo qui veulent continuer à les aider à faire ce qui n'est pas bon pour notre pays. Parlons un peu des amis du Togo, puisqu'il y a certains de ces amis qui étaient à Lomé il n'y a pas très longtemps. Le 31 juillet, des chefs d'État de la sous-région s'étaient réunis ici et à leur départ, ils ont laissé aux Togolais une feuille de route. Beaucoup avaient cru qu'au départ de ces chefs d'État, la crise togolaise allait amorcer le dégel. Mais curieusement, c'est un peu comme si le pouvoir et l'opposition du Togo aiment faire la compagnie des crises. Est-ce que ce n'est pas ce sentiment-là que vous aussi vous avez? Oui, je vais rectifier un peu. Les Togolais s'attendaient plutôt à une surprise. C'est-à-dire, ils ont toujours en tête ce qui s'est passé en 2005 avec la même CEDEAO. Ils se sont dit, bon, peut-être qu'ils vont essayer de se racheter. Surtout qu'il y a eu renouvellement de la classe politique. Ceux qui sont là aujourd'hui feraient autre chose. Mais je vous assure que les Togolais sont très déçus. Ils sont déçus parce que depuis le 31 juillet, pas une seule fois, les facilitateurs ne sont revenus nous voir, ni leurs représentants. Il y a juste un fonctionnaire qui vient, et je ne sais pas ce qu'il vient faire souvent, si ce n'est pour aggraver la situation. Je parle du fonctionnaire de la CEDEAO. Nous, les Togolais, nous n'entendons pas nous laisser encore marcher sur les pieds une fois. Si les choses ne changent pas, les Togolais reprendront la rue et reprendront leur destin en main. Parlant de la CEDEAO, là, votre discours, curieusement, c'est un discours nouveau, puisque depuis le 31 juillet jusqu'à présent, vos pairs de la coalition essaient, je ne vais pas dire caresser la CEDEAO dans le sens du poil, mais ce que vous dites est curieusement en contradiction un peu ou montre à un degré un peu plus élevé par rapport à leur prise de position vis-à-vis de la CEDEAO. Est-ce que là, vous êtes fâché? Oui, moi je suis fâché. Moi je suis fâché. Je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont la CEDEAO gère ce dialogue. Je crois que la C14 est de bonne foi. Elle a arrêté même les manifestations pour permettre à ces chefs d'État de travailler. Rien n'y fit. Et à partir de là, moi, c'est la colère. Je dis que si c'en est ainsi, il faut que le peuple lui-même reprenne son destin en main et nous le retire. Je le dis clairement, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 2005, nous avons eu près de 1000 morts. Nous ne voudrions plus que des gens soient allés dans la rue pour revendiquer un certain nombre de choses. Retour à la Constitution de 92. La remise en place des institutions fiables. Le vote des Togolais de l'étranger. Et que sais-je encore,
et qu'aujourd'hui, on fasse comme si on n'a jamais eu de mouvement dans ce pays et que les Togolais n'ont jamais revendiqué tout cela, je crois que c'est quelque chose qui me choque. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un de bouillant, mais je n'aime pas non plus qu'on me triche. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Vous avez l'impression que finalement la CEDEAO est en train de vous tricher? La CEDEAO n'est pas en train de jouer le jeu qu'on pouvait attendre d'elle. Quand vous dites que rien n'y fit en ce qui concerne le Togo, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas un peu trop? Puisque la CEDEAO, avec ses facilitateurs, si ma mémoire est bonne, vous ont reçu, la délégation de l'opposition notamment, que ce soit à Paris, à Conakry ou à Accra. La CEDEAO a envoyé plusieurs fois des missions ici, et puis la dernière fois, la CEDEAO a laissé une feuille de route. La participation ou l'intervention même de la CEDEAO a contribué à ce que la crise togolaise puisse se retrouve dans une posture moins inquiétante. Mais quand vous dites que rien n'y fit, on a l'impression que la CEDEAO a abandonné le Togo. Oui, elle a émoussé la détermination des Togolais. C'est exactement ça, hein? Je ne veux pas dire autre chose. Elle a émoussé la détermination des Togolais. Parce que les Togolais voulaient quand même que les choses changent. Vous savez que par principe, les Togolais n'aiment pas voir le sang couler. Et quand les Togolais se sont engagés dans la rue, c'est pour des revendications précises. Et que des revendications. Pas pour renverser un régime, etc. Mais on voulait que les revendications soient satisfaites. Et que, après ça, on puisse aller à des élections transparentes et que le meilleur gagne. C'est tout ce que les Togolais demandaient. Mais ce qui se passe aujourd'hui... Ils demandaient aussi le départ du chef de l'État. Je m'explique. Si le chef de l'État ne peut pas satisfaire les revendications dans les délais, il faut que lui-même il parte. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous demandions, c'est que 50 ans, c'est trop. Il faut que en 2020, le chef de l'État puisse ne plus se présenter. Voilà ce que les Togolais demandaient. Est-ce qu'il n'est pas aussi de l'intérêt de la CEDEAO d'avoir une stabilité sur tout l'espace de la CEDEAO? Parce que, oui, c'est vrai que l'opposition porte parmi ses revendications la question des 50 ans et du régime, mais aussi, quelque part, la CEDEAO, je ne sais pas si sur la question de la stabilité constatée au Togo, la CEDEAO s'en priverait. Mais je ne comprends pas. C'est quoi la stabilité? La stabilité ne peut venir que d'une seule personne. Non, si on organise des élections transparentes et que celui qui a gagné prend le pouvoir, que l'armée respecte le pouvoir d'État comme cela se doit, je crois qu'il y aura la stabilité au Togo. Non, ce que vous aviez dit en parlant de la CEDEAO qui émousserait les ardeurs des Togolais, ma réaction vient justement après cette intervention-là. Est-ce qu'il est de l'intérêt de la CEDEAO d'attiser le feu au Togo? Non, ils nous disent le contraire. Ils disent qu'ils ne veulent pas attiser le feu au Togo. Mais il y a deux façons de ne pas attiser le feu au Togo. C'est voir les problèmes et les couvrir en attendant ce qui peut arriver, ou affronter les problèmes, les résoudre fondamentalement et pour de bon. Voilà les deux possibilités que la CEDEAO a. Mais j'ai toujours une indulgence pour la CEDEAO. Avant tout, ces problèmes concernent nous-mêmes les Togolais. Mais à partir du moment où elle ne serait plus en mesure de nous aider à résoudre le problème, que cela soit dit clairement et que les Togolais prennent leurs responsabilités. Nous avons appris à la fin de la semaine qu'une délégation de la coalition
était à Accra, au Ghana. Je ne sais pas si vous confirmez cette information. Et oui, ça dépend de quand. Cette semaine, est-ce que... Nous activons, nous allons partout, parce qu'on veut que cette crise soit résolue. Partout. Tous ceux qui veulent nous aider, on va les voir. Quand ils tardent à venir, nous-mêmes, on va les voir. Ça, il n'y a pas de secret pour ça. Et sûrement que nous sommes allés encore au Ghana, on ira en Guinée, on ira au Nigeria, on ira partout où on peut nous aider. On ira voir le chef de l'État togolais pour lui demander qu'est-ce qui se passe encore pour que le Togo n'avance pas. Nous n'avons peur de rien. Tout ce que nous voulons pour notre pays, c'est la paix, pour qu'on puisse réellement démarrer sur... La démarche, en retournant à la CEDEAO, vu ce que vous venez de dire, est-ce que c'est de les bousculer, de les réveiller? Si éventuellement les facilitateurs s'étaient endormis? Non, je crois que aujourd'hui, il est très difficile de séparer la CEDEAO des facilitateurs. Les deux facilitateurs sont membres de la CEDEAO. Ils ont eu un mandat de la CEDEAO. Ce que nous disons, c'est que on a eu une chance. Le président Buhari est le président de la CEDEAO cette fois-ci, que l'impulsion vienne de lui. Et qu'en plus de cela, les deux facilitateurs, j'ai cité Akufo-Addo et Alpha Condé, se mettent également au travail. Je sais qu'ils ont énormément d'occupations chez eux. Mais il faudrait qu'ils trouvent le moyen de planifier leur programme pour pouvoir nous aider, parce qu'on ne va pas piétiner, rester là tout le temps. Et nous disons, et ça n'engage que moi, nous avons confié en partie notre sort aux facilitateurs et non aux fonctionnaires de la CEDEAO. Je le répète encore. Dans certains milieux, on estime que l'opposition togolaise, notamment la C14, fait trop confiance à la CEDEAO. Je ne sais pas si c'est également votre sentiment. Bon, avec tous les propos que je tiens, je suis membre de la C14, mais je trouve que on fait confiance à la CEDEAO et j'espère que... Pas un peu trop? Puisque depuis le 31 juillet, la CEDEAO a laissé une feuille de route aux Togolais, et dans cette feuille de route, il était mentionné quelque part que le dialogue devrait continuer. Les Togolais sont des frères, c'est ce qui se dit, mais curieusement, depuis le 31 juillet, je ne sais pas si des membres de l'opposition, des membres du parti au pouvoir se soient vus quelque part et entamer une sorte de dialogue face-to-face, comme on le dit. Et justement ça, les Togolais ne comprennent pas. Non, le problème, il est simple. C'est que la CEDEAO ne nous a pas dit, ou du moins ne nous a pas encore dit, qu'elle sort du dossier. Nous travaillons dans un environnement. Si nous-mêmes on se met à faire un certain nombre de choses, moi je ne suis pas contre, la CEDEAO peut trouver l'argument de dire vous ne respectez pas ce qu'on s'est dit, les manifs, etc. Moi je ne suis pas pour. Je dis qu'il faut conjuguer les deux, négocier et manifester. Parce que si nous ne manifestons pas, nous n'aurons rien dans la négociation. Ça, c'est mon point de vue. Je suis encore relativement jeune, mais j'ai plus de 35 ans de vie politique. 35 ans. Et je sais comment on peut établir le rapport de force. Quand il n'y a pas le rapport de force, personne ne fait de cadeau en politique. À écouter de plus en plus de leaders de la coalition, c'est un peu comme si la crise va reprendre comme au début avec des manifestations de rue. Mais nous voulons l'éviter. Mais est-ce qu'on nous laisse le choix? Nous voulons l'éviter. Et c'est la raison pour laquelle on va voir maintenant encore les facilitateurs, on va voir ceux qui ont la présidence de la CEDEAO, on va voir encore d'autres chefs d'État de la CEDEAO pour leur dire mais on ne peut pas rester comme ça. Nous sommes là
le pouvoir avance. Les Togolais sont démoralisés. Il y a une CENI qui pose des actes au quotidien. Et on dirait que c'est fait même pour berner les Togolais, saper leur morale. Et nous, on va rester là, croiser les bras et dire que la CEDEAO viendra un jour. Non, on ne le peut pas. C'est pour cela que nous aussi, nous nous préparons à reprendre la seule arme que nous avons et qui sont les manifestants. Vous avez eu des contacts, vous aviez dit tantôt que des contacts vont continuer. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur éventuellement un retour de la CEDEAO, du moins des facilitateurs à Lomé? Oui, très prochainement. Très prochainement, en fait. Très prochainement, c'est vrai qu'on l'a dit plusieurs fois, très prochainement. Mais là, je crois qu'il y a ce sommet Chine-Afrique. Après ça, je crois que tout doit rentrer dans l'ordre. Ce sommet va avoir lieu. Maintenant, quelle va être leur nouvelle proposition? On attend de voir. Ce sommet va avoir lieu à partir de demain en Chine. Vous parlez de la CENI, et c'est vrai que la CENI est très active et sans doute qu'elle a en ligne de mire la date du 20 décembre prochain. Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, cette CENI va s'arrêter? Il y a deux choses. Ou elle s'arrête d'elle-même, ou sur injonction de leur mandant, ou alors le peuple va les arrêter. À un moment donné, ça va s'arrêter. De quelle manière, on ne le sait pas. Si leur mandant ne les arrête pas, le peuple va les arrêter. Parce que c'est se foutre, vous m'excusez le terme, de nous. Pas nous, C14, mais du peuple togolais. On veut organiser des élections. Organisons-les d'une façon transparente. Celui qui gagne, il gouverne le pays et c'est tout. Sans vengeance. Nous sommes tous des Togolais. Le passé, c'est le passé. Mais allons à des élections transparentes pour une fois, que celui qui gagne gouverne le pays. S'il ne le gouverne pas bien, il sera sanctionné au bout de 5 ans ou du nombre d'années fixées. Votre vœu, c'est que le Togo arrive à organiser des élections transparentes, des élections incontestables, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais la question aussi, c'est la CENI et sa composition. Même si depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on entend de plus en plus des voix venant de l'opposition dire qu'il faudrait une série paritaire 8-8. Même là aussi, si vous avez une série paritaire 8-8, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une source de contestation éventuelle des résultats d'une éventuelle élection organisée par une CENI paritaire à 8-8? Mais vous savez, le problème du Togo, c'est que sur ces 50 années de gestion calamiteuse, notre administration a perdu de sa substance. Notre administration ne peut plus être neutre. Les fonctionnaires en tant que tels ne peuvent plus être neutres. Sinon, on aurait pensé réellement à une CENI technique. Le moindre mal aujourd'hui, c'est les forces c'est les forces de l'opposition et du pouvoir. Antagonistes, mais avec un homme de bonne foi qui peut ne pas être un Togolais et en plus de l'encadrement des experts de la CEDEAO, je crois qu'au moins avec ça, on peut avoir des élections plus ou moins transparentes. Est-ce que ce n'est pas des questions qui auraient été posées peu avant la publication de la feuille de route? Aujourd'hui, avec cette feuille de route qui fixe même une date pour les élections, est-ce que ce n'est pas des réclamations qui arrivent un peu tard? Je crois que c'est une erreur d'avoir fixé le 20 décembre, puisque aussi bien le pouvoir que nous, on a travaillé avec les facilitateurs sur cette feuille de route. Nous, ce que nous avons proposé, c'est une date raisonnable.
Mais mettre 20 décembre, alors qu'on sait que on n'a même pas encore commencé la reprise du fichier électoral, qui est quelque chose de fondamental, puisque nous voulons aller vers la biométrie intégrale. Et tout ça là n'est pas fait et on fixe une date. D'ailleurs, nous allons sortir bientôt un chronogramme pour leur prouver que pour aller à des élections réellement transparentes, voilà le délai qu'il faut. Bien, merci Patrick Lawson. Vous êtes le vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, membre de la coalition des 14 de l'opposition. C'est notre invité du jour au D12 de Pyramide FM. Et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission. Je rappelle les numéros de l'émission. 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. L'auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Alors, oui, monsieur. Oui, vous êtes en direct. D'accord, c'est vous remercier, saluer monsieur Patrick Lawson. Oui. Merci. Bon, ma question concerne la CENI. Oui, allez-y. Je constate qu'aujourd'hui, selon moi, là, c'est anticonstitutionnel. Parce que son organisation qui a été suivie pendant la Constitution du Togo, qu'elle soit la Constitution de 92, dans sa forme originale, ou bien modifiée en 2002. Alors, c'est pour demander à M. Patrick Lawson, si on constate une constitution, on constate que la même constitution de cette institution se trouve dans ces deux constitutions-là. Alors, ce ne serait pas le mieux d'aborder, de prendre l'institution qui se trouve dans ces deux constitutions-là pour organiser les élections. Merci. J'ai eu du mal à comprendre la question de l'audit. De plus en plus de gens parlent d'une CENI éventuellement à constitutionnaliser. Je ne sais pas quelle est votre position sur cette question. Vous voulez que je réponde? Oui, vous répondez en même temps. Oui. Non, c'est un avantage quelque part de constitutionnaliser la CENI. Ça devient une institution de la République. Et à partir de là, les membres qui y siègent sont protégés par les lois et les règles qui régissent ou qui vont régir la CENI. La constitutionnalisation, je voudrais dire tout simplement que la Cour constitutionnelle est constitutionnalisée. Ça n'empêche que les hommes qui l'animent fassent ce qu'ils veulent. Mais ça leur donne beaucoup plus d'indépendance. Ça, c'est sûr, si c'est constitutionnalisé. Deuxième auditeur, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Pierrot. Oui, Canide, comment allez-vous? Ça va bien. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Oh. Et ce que moi, j'aimerais vous demander, bon, depuis l'intervention de la CEDEAO, moi, j'ai vu que c'est la 6-14 qui est toujours disciplinée vis-à-vis de la CEDEAO. Est-ce que la 6-14 doit continuer par être disciplinée vis-à-vis de la CEDEAO au moment où moi je vois que la CEDEAO est venue établir une feuille de route dont visiblement elle se sent incapable d'être garant de cette feuille de route. Bien, merci. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Bien, merci Kanidek. En fait, vous avez raison. On n'est pas discipliné, mais ce sont les règles de jeu républicains. Nous ne pouvons pas avoir accepté que la CEDEAO se mêle de nos problèmes et nous-mêmes les contrer. Il arrivera un moment, et ça ne saurait tarder, où nous dirons à la CEDEAO, ou vous faites ce que vous-même vous avez écrit dans la feuille de route, c'est-à-dire la mise en œuvre, et tout ce qui manque pour que
réellement puisse aller à des élections transparentes, ou si vous ne le pouvez pas, dites-le aux Togolais qui prendront en main leur destin. Troisième auditeur, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? C'est Dab depuis Abdou. Gado. Dab. Oui. Je salue mes invités. Bonjour. Bonjour, monsieur David Watson. Ma question est de savoir si nous retournons un peu au passé. Si Vanis Olympio avait travaillé avec ses ennemis, mangé dans le même temps avec eux et collaboré avec eux ensemble. Dans 2 ans, il a remboursé des bloqués avec la France. Maintenant, aujourd'hui, entre les deux camps, parti au pouvoir et parti en opposition, il arrive qu'un autre arriveur au pouvoir demain. Il n'y aura pas la carte sorcière, c'est ma première question. Et quand la France va nous laisser en paix dans ce pays? Merci. Bien, merci. En fait, la deuxième question, c'est concernant la France. La première partie de la question, est-ce que demain, il y aura de la chasse aux sorcières, comme on le dit, au Togo, si éventuellement UNI venait à passer la main? Oui. Non, oui, cette question est fondamentale pour les Togolais. Je crois que personne aujourd'hui ne peut même penser faire organiser la chasse aux sorcières. Il faudrait que les premières mesures que prendrait un gouvernement d'alternance soient de protéger l'ensemble des Togolais, aussi bien ceux qui étaient au pouvoir que ceux qui sont venus au pouvoir. La chasse aux sorcières n'est pas une bonne référence dans la vie humaine, et plus particulièrement dans la situation qui est la nôtre. La chasse aux sorcières ne rapportera absolument rien aux Togolais. Ça ne fera que nous diviser encore un peu plus. Et je crois que chaque Togolais doit être en mesure de le dire à son voisin pour le rassurer dès maintenant qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, qu'on ne renverra jamais les métayers de leur terrain, ainsi de suite. Voilà les problèmes qui se posent et qu'on a inculqués dans la tête des gens. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. La deuxième partie de la question, ça concerne la France. Est-ce qu'il y aurait un problème France au Togo? Pourquoi il va y avoir un problème France au Togo? Nous, ce que nous voulons, nous avons été à la même école que les Français. Nous savons faire les mêmes choses que les Français. Nous allons en France, les Français viennent ici. La seule chose que nous exigerons, c'est que, quel que soit le pays, on puisse travailler d'égal à égal. C'est tout. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? On m'appelle Gaston Kokobi-Amédé. Vous parlez un peu trop fort. Oui, allez-y. J'ai eu 2 questions à notre invité. Oui. Ok, la première question, je vais poser la question à M. Patrick Lasson. Et pourquoi un parti politique se réclame parti de position, est-ce que ce parti-là ne regarde pas dans la version que la C14 ou les abonnés? La deuxième question, pourquoi la C14 ne demande pas une tenue technique et les femmes tout le temps doivent avoir aussi les représentants à la tenue? Bien, merci. Or, nous savons que c'est depuis 2017 jusqu'à présent, la tenue de la TV, il y a toujours des militants parisiens. Oui, on a compris. Oui, on a compris la deuxième partie de la question. Merci. Et sur la série technique, vous venez de répondre à cette question, mais si vous voudrez bien reprendre, pourquoi est-ce que la C14 n'opte pas éventuellement pour une CENI technique? Mais je viens d'en parler. Nous avons une administration qui ne ressemble plus à ce qu'on avait avant. Pour avoir une CENI technique,
il faut que ce soit des gens qui ont la capacité de dire la vérité, de dire le droit, de ne pas avoir peur de leurs supérieurs. Et aujourd'hui, c'est plutôt rare. Il n'y a que les partisans pour défendre les lignes de leur parti. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit que les deux forces antagoniques permettent d'avoir au moins des résultats plus ou moins justes, surtout si on arrive à avoir une personnalité neutre. C'est-à-dire que ce ne soit plus un Kodjo, c'est ça, non? Kodjo Katanga, mais quelqu'un de sérieux qui peut être issu de la CEDEAO. Est-ce qu'il n'est pas sérieux, lui? Il n'est pas sérieux? Il doit être sérieux dans la vie, mais pour la CENI, on ne pense pas qu'il le soit. La première partie de la question concerne la C14. Tous ceux qui sont de l'opposition, qui ne se retrouvent pas dans la C14, vous avez tendance à estimer qu'ils ne sont pas de l'opposition. En réalité, je crois que c'est ça le fond de la pensée de notre ami. Pourquoi cette démarcation ou cette distinction? Chat échaudé a peur de l'eau froide. Nous nous sommes pratiqués ici au Togo, on se connaît. Il y a ceux qui font semblant d'être de l'opposition. Le moment venu, ils rejoignent les adversaires politiques. Ceux-là, on les connaît. Il y a d'autres qui ont fait le choix de ne pas être à la C14. Il n'empêche qu'ils sont de l'opposition. Et à ce titre, nous les rencontrons individuellement. Et enfin, il y a des gens de l'opposition qui n'entendent pas aller à la conquête du pouvoir par des élections. Mais ils sont de l'opposition. Voilà les réalités que nous avons. Lorsque nous nous sommes retrouvés à la C14, nous sommes venus d'horizons divers. Mais nous avons le plus petit dénominateur commun, c'est de nous battre pour avoir les réformes et quand le moment viendra, pouvoir aller à des élections. Mais nous ne sommes pas fermés aux autres. Il y a d'autres qui trouvent qu'ils ne peuvent pas être à la C14 ou parce que nous sommes trop faibles pour eux, ou nous sommes trop forts pour eux, ou ils ne nous trouvent pas dans la ligne qu'ils auraient voulu avoir. Un autre auditeur, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, on vous appelle? Je m'appelle Boga. Oui, Boga, vous êtes en direct. Bonjour, M. Pierrot. Oui, bonjour. Si vous me permettez, je voudrais revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé le vendredi, soit avec les jeunes de la capitale. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? Tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans votre sujet, où les jeunes ont été arbitrairement arrêtés et gardés au niveau de la gendarmerie nationale et qui sont libérés hier soir. Je voudrais dire que je faisais partie de ces jeunes-là aussi. Et cette manœuvre n'a que pour objectif de rendre encore plus compliqué les échéances électorales à venir. Puisque nous étions là où des soldats même qui nous disaient que allez voter pour nous, vous allez revenir et que nous avons déjà gagné. Et je condamne avec amertume, puisque la façon dont on nous a traités là-bas, c'était vraiment inhumain. Vous avez été arrêté où? Mais moi, j'étais à ma devanture, où on prenait les gens, je suis juste en face de ma maison. C'était mon petit frère même qui a été arrêté. Oui, en fait, je sais. Vous êtes devant votre maison. Votre maison se trouve où? Je suis au niveau de la Luna. Oui, vous avez donc été arrêté à Bekota. À Bekota, voilà, effectivement. Et donc, ce qui s'est passé n'est qu'une manœuvre encore pour les élections. Nous ne sommes pas cons. Quand moi j'étais rentré dans la chambre où on faisait les enregistrements, il n'y a que des machines de vote là-bas en fait. Donc, il ne faut pas que ce genre de choses se passent
à la veille des élections, rien que pour foutre de la merde au peuple. Bien, merci, cher ami Boga, merci pour votre témoignage. Puisque nous avions évoqué ce sujet à l'entame de cette émission, vous avez réagi. Là, on a un témoignage de quelqu'un qui affirme avoir été victime. Tout à fait, c'est une contribution. Et ça nous permet de prendre à cœur ce problème. Un autre auditeur. Pas encore. Je rappelle que notre invité, c'est le vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, Patrick Lawson. C'est avec lui que nous sommes dans ce D12 aujourd'hui. Je rappelle nos numéros également, 62 10 43 09 70 et puis 82 16 50 34 37. L'auditeur. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, monsieur Pierrot. C'est monsieur Kokou. Oui, c'est monsieur Kokou. Oui, Kokou. Oui, allez-y. Oui, monsieur Patrick Lawson. Bonjour. Je vous salue avec respect. Merci. C'est un beau moment, on vous a pris entendu. On rend grâce à Dieu pour tout le travail que vous abattez. Merci, merci. Pour commencer, il y a un adage qui dit, il y a une phrase qui dit que les animaux agissent par instinct et que les hommes agissent par intelligence. Si je prends cette phrase pour comparer avec la feuille de route qui est sortie, aujourd'hui, bon nombre nous disent que la CEDEAO n'a pas parlé de la CENI, de la recomposition de la CENI, et qu'on a parlé seulement de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et le président de la CENI aussi se permet de vous inviter à prendre votre place à la CENI. Mais si on se rappelle qu'avant de siéger à la CENI, on doit prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, si par hasard, vu qu'on vous appelle de venir siéger à la CENI, si vous décidez aujourd'hui d'y aller, et lorsqu'on nous dit qu'on n'a pas parlé de la recomposition de la CENI, et les journalistes aussi nous disent tout ça là, devant quel coup allez-vous prêter serment pour aller à la CENI? Ça, c'est ma première question. Secondo, concernant l'augmentation des prix du carburant, la dernière fois, on nous expliquait que si on prend le Bénin et le Ghana, et tout, on vend le carburant là-bas, c'est plus élevé que le Togo. Et que c'est pour cela qu'on a jugé bon que le Togo ne produise pas du carburant, mais les gens viennent profiter chez nous pour payer beaucoup de carburant. C'est pour cela qu'on a jugé bon d'augmenter le prix du carburant. Vous êtes au Parlement. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui du prix du carburant le prix réel que, comme le gouvernement nous a dit que lui, il prend le carburant 3 mois. Là, on fait la commande 3 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit monter réellement? Monsieur Kokou, on a compris. Merci d'être intervenu. Je vais permettre à notre invité de réagir. La première question, c'est concernant éventuellement la prestation de serment. Devant quel coup constitutionnel d'éventuels membres de la CENI issus de l'opposition prêteraient-ils serment? Oui, merci pour les deux questions. La question concernant le serment, disons tout simplement que ce serait devant la Cour constitutionnelle. Il est demandé à ce que cette Cour constitutionnelle soit recomposée. S'il se trouve qu'en faisant les réformes, on mette en place la CENI avant la recomposition de la Cour constitutionnelle, la continuité de l'État voudrait qu'on prête serment devant la Cour constitutionnelle existante. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est ce qui se passe. Maintenant, quand il y a urgence, on peut ne pas plus passer devant la Cour constitutionnelle, mais passer directement à l'Assemblée nationale pour être désigné. Ça aussi, c'est une autre possibilité. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Il faut recomposer la Cour constitutionnelle avant que les membres de la CENI ne prêtent serment. Ça, c'est l'idéal, mais ça peut ne pas être cela en fonction de la réalisation ou de la mise en œuvre des réformes. D'accord ?
La deuxième chose porte sur le carburant. J'ai eu une autre lecture de ce problème. Vous savez, je suis président de la commission de l'environnement et des changements climatiques. Pour moi, le carburant, on peut classer ça dans la catégorie des moyens fossiles. Hein? C'est pas des énergies fossiles, disons. Moi, j'aurais aimé, en voyant l'augmentation de l'essence, qu'on nous dise que on a créé un compte pour s'occuper des énergies renouvelables, pour développer l'électricité rurale, pour faire ceci, cela, mais si c'est juste pour faire des bénéfices, je suis déjà contre. Première chose. Parce qu'on doit lutter désormais contre les énergies fossiles. Lorsqu'on augmente le prix, ce prix doit servir à développer les énergies renouvelables. La deuxième chose maintenant, il est difficile pour notre pays, ce qui est proposé, d'apprécier tous les 3 mois l'augmentation du prix du pétrole. Nous n'en avons pas les moyens et il faut être outillé pour pouvoir le faire. Même les pays occidentaux, c'est difficilement qu'ils s'en sortent. Il faudrait qu'on tienne compte du niveau de vie des Togolais, de comment les choses se passent pour pouvoir fixer les prix du pétrole, les prix du carburant. Donc, bref, ce que moi j'aimerais, s'il y a augmentation des énergies fossiles, il faut que cette augmentation serve à améliorer la cause de l'électricité rurale et des énergies renouvelables. Bien, merci. Un autre auditeur sur 105.5. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Pierrot. On vous appelle comment? Oui, c'est Bankole. Oui, Bankole, vous allez bien? Bonjour, M. Tacheté. Bonjour. Merci. Effectivement, ça fait plaisir de vous entendre parce que ça fait longtemps. Alors, vu les témoignages suite aux arrestations dans certains quartiers de Lomé, est-ce que vous pouvez nous certifier aujourd'hui que le vote par anticipation des forces de défense de l'ordre sont crédibles? Je vous remercie. Bien, merci. Bankole, pour votre seule question. Vas-y. Bien. Oui, c'est un problème qui est posé. Vous savez, il y a la feuille de route et il y a également les propositions de la coalition pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Et dans ces propositions, nous avons posé le problème du vote anticipé des forces de sécurité. Nous disons qu'il y a trop de fraude dans ce vote-là et qu'il faut maintenant le remanier complètement. Soit ils votent le même jour que tout le monde, puisqu'ils sont affectés à des zones données, ils voteront un peu avant les autres, mais dans le même bureau de vote et non quelques jours auparavant. De la même façon, nous avons posé des problèmes en ce qui concerne les votes par procuration, par anticipation et tout ça. Nous voudrions que tout cela soit surveillé de près pour que les Togolais sachent que en votant cette fois-ci, ce seraient des votes réels. Donc j'ai bien compris que vous avez compris aussi que le vote par anticipation des forces de sécurité est un vote en faveur du régime. Allô? Et allô, bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour.
Allô, bonjour. Oui. Pour participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct déjà. On vous appelle comment? Ça va depuis à des Issa, ouais. Oui, Oui, allez-y. bonjour à l'invité. Merci, bonjour. Bon, en fait, ma question elle est très brève. Et je voudrais juste savoir qu'est-ce qui explique en fait la crise de confiance entre les acteurs politiques. Parce que à l'arrivée de la CEDEAO, tout le monde pensait que les choses allaient en bon train. Mais on constate qu'après la CEDEAO, les choses s'empirent. Qu'est-ce qui explique aussi la crise de confiance entre les acteurs togolais? Bien, merci Issa, ouais. Merci de nous avoir appelés. La question de crise de confiance entre les acteurs politiques au Togo. Crise de confiance. Opposition-pouvoir. 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 Ben, c'est l'histoire du Togo, d'abord. Vous savez ce qui s'est passé. N'allons pas plus loin que la conférence nationale souveraine. Les différentes élections qui ont eu lieu, il y a toujours eu des fraudes. Et ces fraudes, on a identifié d'où ça vient. C'est essentiellement sur le fichier électoral, c'est par les membres de la CENI, c'est le vote par anticipation, c'est le vote par procuration, c'est les mineurs qui sont inscrits, c'est le manque de vigilance des membres dans les bureaux de vote. Tout cela, aujourd'hui, nous le remettons en cause. Nous voudrions que ces choses-là soient beaucoup plus rationnelles. Et en face, on ne veut pas. C'est-à-dire le pouvoir ne veut pas. Parce que c'est les moyens par lesquels il arrive à tricher et à gagner. Donc voilà le fondement de la crise de confiance entre le pouvoir et nous. Si j'ai bien compris votre question. Voilà ce qui est à la base de la crise de confiance entre nous. Et bien sûr, comme Bouquet, nous disons 50 ans de pouvoir, c'est trop. Il faut qu'on change. Il y a beaucoup de gens intelligents également à unir qui peuvent se présenter à des élections, surtout présidentielles. Ce que les Togolais ne comprennent pas, la crise de confiance qui est manifeste au plan politique, on sait également que les Togolais, que vous êtes oui, soit du Sud, vous êtes du Nord, vous vous mariez entre vous, vous participez aux mêmes églises, les gens sont dans les mêmes associations. On ne comprend pas que c'est seulement au plan politique qu'il y a autant de frictions entre les Togolais, puisqu'ils se retrouvent dimanche, par exemple, pour se donner la main, et ils se retrouvent dans les célébrations de mariage, ils sont dans des associations. On ne comprend pas que c'est seulement au plan politique qu'ils soient aussi divisés. Mais en religion, quand vous faites partie de la même confession, il n'y a pas d'antagonisme. Cela va de soi. On croit en Jésus, on croit en Dieu, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes musulman, on croit en Allah et on croit en Mohamed, il n'y a pas de problème. Mais la parole venant de la Coran ou de la Bible dit vous devez vous aimer les uns les autres. Et nous nous aimons. Vous vous aimez seulement à l'église. Mais le Coran, ni la Bible n'autorisent la triche, la fraude. C'est ça le problème entre les Togolais. On ne veut plus que l'un triche l'autre. On ne veut plus que l'un fraude dans ce que vous faites ensemble. Une fois que cela va cesser, on sera comme on se revoit dans les fêtes et dans les églises, puisqu'il n'y a pas de problème entre le Nord et le Sud. Bien, merci. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? On vous appelle comment? Je crois que cet auditeur, il a du mal à avoir le retour. Allô, bonjour. Oui, allô? On vous appelle comment? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Allô? Vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Amouzoui. Oui, Amouzoui, allez-y. Je salue l'invité. Merci, bonjour. Comme on le sait que
tout pays ne peut plus vivre en autarcie au moment où nous sommes. Ce que la CENI est en train de faire après le départ de la CEDEAO, est-ce que M. Kojona Katanga, c'est ça la question, et le ministre de l'administration territoriale, M. Boupeki, ne sont pas en train de jouer un jeu dangereux? Parce que les Togolais ne vont pas accepter ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est très dangereux. Ils revoient leur copie, remettent les pendules à l'heure, refaire les choses en ordre pour que tout aille en ordre. Bien, merci pour votre réaction. Oui, non, je crois qu'il a un esprit positif. On ne peut que les conseiller avant qu'il ne soit trop tard. Je crois qu'un effort doit être fait par le ministre de l'administration territoriale et par M. Kadanka de la CENI. Je sais qu'ils ont des mandants. Il faut que les mandants aussi changent l'ordre qu'ils donnent à leurs exécutants. La crise togolaise propose diverses variantes depuis plusieurs mois maintenant, et on sait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus question d'élections. Il est question de la CENI. Et d'élections, il en est également question au sein même de la coalition des 14 de l'opposition. Faut-il participer à cette élection seul ou en rang serré? C'est voilà la problématique. Quelle est votre position? Je ne sais pas si vous aimez aborder ce sujet-là. Quelle est votre position là-dessus? Non, ma position est claire. Hein. Ma position est claire. Au moment de la création de la C14, il existait CAP 2015, le groupe des 6. Il y a eu l'événement du 19 août et il y avait en plus de cela le CAR, le FDR. Nous nous sommes retrouvés. Ce qu'on s'est dit, c'est que nous allons nous battre sur la base de ce qui a fait révolter les gens. Retour à la Constitution de 92, vote de la diaspora, déverrouillage des institutions, que sais-je encore. Nous avons dit, est-ce que nous sommes tous d'accord là-dessus? Oui, nous sommes tous d'accord. Et on se connaît. On se connaît bien. On sait que c'est seulement les problèmes des alliances électorales qui amènent des problèmes. Vous savez, la réalité est là, on ne peut pas la nier. Aller à une élection suppose qu'on a travaillé sur le terrain. C'est un travail de terrain, ardu, fort en dépenses et en ressources humaines. Et donc, nous l'avons fait, tous, et nous y sommes toujours. Nous disons aujourd'hui simplement, ça engage, et moi-même et mon parti, nous sommes clairs là-dessus. Nous avons promis de nous battre pour les réformes. Réforme, réforme, réforme d'abord. Une fois que nous avons les réformes institutionnelles, constitutionnelles, et ensuite les réformes électorales, on saura quel est le mode de scrutin dont on dispose pour les législatives. Pour la présidentielle, on sait déjà. Une fois qu'on connaît le mode de scrutin, on va s'adapter. On ne peut pas avoir travaillé ensemble, avoir souffert ensemble et dire aujourd'hui que nous n'aurions pas d'alliance électorale. Il y aura alliance électorale entre les partis de la C14, mais aussi même avec d'autres partis de l'opposition. Cela est possible. La seule chose que nous disons, c'est que les réformes d'abord. On ne peut pas faire d'alliance électorale sans faire les réformes. On se connaît. Les gens vont se contenter seulement d'aller aux élections et on va se faire battre encore à plate couture.
et on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est pour cela que nous disons, assainissons l'environnement institutionnel, constitutionnel et électoral. Nous ferons des alliances pour gagner à avoir des députés, gagner pour former un gouvernement sur la base d'une vision commune. Voilà ce que nous disons. Est-ce qu'il y a du temps pour tout ce que vous venez de développer, puisque le pouvoir ou la CEDEAO a fixé une date, le 20 décembre? C'est leur date, ce n'est pas notre date. Oui, au cas où éventuellement la question serait forcément d'aller aux élections dans les conditions qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la coalition. Vous vous contenterez de briller par votre absence à une éventuelle élection convoquée pour le 20? Bon, là, je parle en mon nom propre. Si c'est le 20 décembre, sans les réformes électorales, sans une bonne partie des réformes institutionnelles et constitutionnelles, je n'irai pas à des élections. J'ai déjà fait 2 législatures qui n'ont servi absolument à rien. Si c'est pour aller refaire la même chose, qu'on m'appelle député, je laisse d'autres le faire. Ceux qui en ont envie, ils n'ont qu'à le faire. Mais si nous voulons être de vrais députés, de vrais élus, il faut qu'on assainisse l'environnement institutionnel, constitutionnel et électoral avant d'aller aux élections. Et cela ne peut jamais être le 20 décembre. Population des Lacs, vous avez donc compris, votre député, Patrick Lawson, ne sera pas candidat éventuellement si la prochaine élection devait se dérouler dans les conditions qui sont celles que le Togo connaît actuellement. Nous allons parler un peu des Lacs puisque vous êtes député de là-bas et que vous avez divers problèmes. L'un des problèmes visibles, connus, c'est l'érosion côtière. Je ne sais pas si vous vous battez pour ça. On sait que les autorités se battent dans le cadre de l'UMOA et d'autres ensembles sous-régionaux. En tant que député des Lacs, qu'est-ce que vous faites concrètement sur cette question liée à l'érosion côtière? Mais vous savez, c'est un problème extrêmement sérieux. Il y a quelques mois, je vous dirais même un peu plus d'1 an et demi, un test nous a été présenté sur la question de l'érosion côtière. Le test était un peu léger. Et nous l'avons fait savoir. Tel a été également l'avis du gouvernement. Ce test a été retiré. Ça, c'est en tant que parlementaire que je parle. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il y a certaines choses qu'il faut faire et rapidement. Il s'agit des épis qu'il faut mettre pour parer au plus pressé. Des épis. On nous en parle, on ne le fait pas. Qui vous en parle? Le gouvernement? Le gouvernement. Quand je dis on, c'est le gouvernement. Un parlementaire n'a pas de budget. C'est le gouvernement qui a le budget de l'État. Ça ne se fait pas. Et si au moins on avait mis ces épis, ça nous protégerait contre l'avancée de la mer. Est-ce que vous avez peur? À cela s'ajoute, oui, par ailleurs, les effets néfastes humains. Le sable que nous prenions, ça fait avancer la mer. Bizarrement, les barrages de Nangbeto et consorts poussent la mer vers les terres fermes. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Mais le plus pressé, le plus urgent, c'est de mettre des épis pour sauver Anéron. Donc c'est un appel que vous lancez. Donc, je lance un appel. Quiconque va faire de la publicité, de la propagande, de la campagne électorale
sans s'occuper de ce problème, le poser, n'aime pas Aného. Parce que Aného va disparaître si on ne pose pas ces épis-là. Est-ce que c'est réel? Puisque beaucoup de gens, oui, en parlent. Aného risque de disparaître si rien n'est fait. Vous avez peur pour votre ville? J'ai énormément peur. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Je ne fais pas un seul déplacement. Quand je vais en mission, tous ceux qui sont concernés ou s'intéressent à ce domaine, je discute avec. Aného, c'est les érosions côtières, mais c'est également l'état de la ville qui devient de plus en plus vieille. Et puis aussi, c'est la prise de la pierre sacrée. Et c'est jeudi prochain, n'est-ce pas? Bon, Aného, une ville qui devient vieille, ça c'est normal. Hein, c'est normal. Une ville qui a été 2 fois capitale du Togo, avec de très grandes familles qui n'arrivent pas à s'entendre pour restaurer certains bâtiments anciens, c'est normal. Mais il faut que cette ère-là puisse exister, c'est pourquoi je parle des épis. Maintenant, en ce qui concerne notre fête, je crois que nous dramatisons parfois aussi. Nous dramatisons. Je vais vous expliquer. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a des cérémonies qui se font avant la pierre sacrée. Et ces cérémonies ont été faites par les Lankman, par les Domlan, etc. Ce sont des cérémonies extrêmement importantes. Tout cela s'est passé sans problème. Mais c'est le côté apparent de l'iceberg. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé par le passé qui se passe. Moi, vous savez, en matière de tradition, je suis un légitimiste. Le roi a dit, sauf en politique. Mais en tradition, le roi a dit, je demande, c'est comme ça que ça se fait. On me dit oui, je me contente de ça. Et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Le roi de Glidi a mis un cabinet en place avec un chef. Il a révoqué le chef. Donc, c'est son droit. Il prend un autre. Le trône, le conseil du trône n'est pas contre. Et où est le problème? Maintenant, que les deux invitent, ce n'est pas bien. On manque de civilité. C'est tout. Mais la prise de la pierre se fera. Et mieux que ça, aussitôt la prise de la pierre, il y a les là qui commencent leur cérémonie. Panchochon, ça va se faire. Les maisons se relaient. Il y a l'évocation des ancêtres. Ça va se faire à Glidi, chez les Lawson, à Baudrafort, chez les Adigo, partout. La fête se passe normalement. Donc, aujourd'hui, il se pose un problème. C'est le problème du comité d'organisation. Vous avez l'impression on peut se passer du vin d'honneur, mais faire nos traditions sans problème. Donc, jeudi prochain, il n'y aura pas de problème à Batoumé, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, où on a assisté carrément à des jets de pierre, on a vu des soldats intervenir, et vous rassurez que jeudi prochain, tout se passera bien? Je lance un appel aux uns et aux autres pour qu'il n'en soit pas ainsi. Il faut respecter nos ancêtres, il faut respecter nos traditions. Nos traditions datent de plus de 300 et quelques années. Ce n'est pas nous qui allons les remettre en cause. Donc, il faut que chacun de nous sache raison garder. J'invite tout le monde, l'ancien comité d'organisation, tout comme le nouveau, à prendre la mesure et à éviter que il y ait encore des heurts cette année. C'est sur cet appel lancé aux natifs des lacs que s'achève cette émission. L'appel lancé
par le député Patrick Lawson, vice-président de l'Alliance nationale pour le changement et membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. L'émission a été mise en onde par Romaric Freitas. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.